Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je ne vais pas parler de Tom Cruise. Je vais parler de son cousin nourri aux protéines de yak, du presque fils spirituel de Schwarzy et du descendant non officiel de Bruce Willis et de l'homme qui a fait l'un des meilleurs films du monde, Southland Tales. Je parle bien sûr de Dwayne Johnson, alias The Rock, alias le roi du pétrole hollywoodien. Je ne m'incline devant personne. En 2022, il met les doigts dans le super-héros pour la première fois avec Black Adam, et ce n'est pas un hasard, c'est la nouvelle étape d'une stratégie très claire pour le Dwayne Johnson Business Universe, lancé il y a une bonne vingtaine d'années depuis qu'il a quitté les rings du catch pour envahir les écrans. Parce que derrière ces airs de muscleurs mignons qui aiment rigoler et sauver le monde comme n'importe quel bouffon hollywoodien, Dwayne Johnson est véritablement le maître d'un gigantesque business. Il a bâti un empire autour d'une marque, lui-même, et c'est tellement incroyablement fascinant que ça valait bien une vidéo. Je me permets d'interrompre cette passionnante vidéo sur Dwayne Johnson pour vous causer de notre partenaire Crunchyroll, plateforme absolument incroyable sur laquelle vous pouvez trouver l'essentiel de ce qu'il y a de plus incroyable en matière de japanimation. Et en effet, en ce mois d'octobre, Crunchyroll propose tout simplement un programme qui est complètement délirant. Jamais la plateforme n'a proposé un automne aussi fou. Vous retrouverez la 3e et dernière saison de Mob Psycho 100 ou 100, j'en sais rien. Tout simplement un récit absolument dément à base de pouvoirs psychiques et de personnes qui essayent de cacher qu'elles ont des pouvoirs psychiques mais qui les utilisent quand même. Un animé qui est réputé pour son animation et sa direction artistique, et pour cause, à l'origine, on retrouve celui qui inventa One Punch Man, donc vous imaginez un petit peu comme ça vous claque dans les yeux, ce qui n'est pas douloureux, contrairement à ce que pourrait laisser croire mon élocution. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a la 6e saison de My Hero Academia, que je vais pas avoir la prétention de vous présenter, mais qui est un des plus grands hits japonais de ces dernières années, qui est un récit qui mélange, on va dire, plein de traditions des animés japonais, mais avec aussi un délire assez super-héros qui est plutôt kiffant, avec énormément, c'est une des spécificités de la série, énormément de personnages, tous plutôt très bien caractérisés. Et puis Spy X Family, qui est un fichu sacré délire, vu qu'on y suit un espion qui cache bien évidemment au sien sa famille, à savoir donc son épouse et leur fille adoptive, eh bien qu'il est là pour sauver la paix dans le monde, mais sauf qu'en fait ce qu'il ignore, c'est que sa femme est elle aussi une tueuse à gages qui a maille à partir avec les gens avec lesquels il interagit, et enfin leur fille adoptive est une télépathe. Elle est donc parfaitement consciente que ses parents font n'importe quoi, ils prennent les pires risques pour détruire ou ne pas détruire notre belle planète. Et puis en plus, donc on va dire de ces usual suspects qui ont déjà eu énormément de succès chez nous, il y a 2 nouveautés qu'on attend énormément. Ces derniers jours arrive Chainsaw Man, dont c'est la première saison qui est supervisée par MAPPA, le studio auquel l'Attaque des Titans doit pas mal de ses heures de gloire. Et bien donc Chainsaw Man, c'est l'histoire d'un type qui se transforme un peu en démon et beaucoup en tronçonneuse. Le design a l'air absolument incroyable, la bande-annonce est démentielle. Bref, c'est en train d'arriver au moment où je vous parle sur Crunchyroll. Et enfin, Blue Lock, ou qu'est-ce qui se passe quand le Japon décide d'organiser le Battle Royale du football. Dit comme ça, c'est un peu comme si Olive et Tom avaient pris énormément de produits stupéfiants et s'étaient levés du mauvais pied. En tout cas, ça a l'air complètement taré, complètement fou, de s'amuser à jouer avec tous les attendus du shonen sportif, et on n'a pas souvent l'habitude de voir ce sous-genre-là être incarné avec, on va dire, des envies à la fois de délire et de spectacle aussi assumées. Donc Blue Lock, c'est une des grandes curiosités, un des animés les plus attendus de ces prochains mois. Jetez-y donc un œil sur Crunchyroll. Alors pour avoir conscience du bulldozer de business qu'est Dwayne Johnson, il faut avoir en tête une chose, presque rien n'est dû au hasard avec lui. Sa carrière de catcheur, c'était dans son sang, puisque son père, son grand-père, sa grand-mère et son cousin sont des professionnels des rings. Sa carrière d'acteur, c'est la continuation directe de son expérience de showman sur le ring, où il galvanisait des milliers de personnes grâce à son énergie, ses catchphrases, son attitude, bref un personnage qu'il avait écrit et interprété. Le fait qu'il soit parmi les acteurs les mieux payés d'Hollywood chaque année depuis 2012, c'est pile poil le moment où il a lancé sa boîte de prod. Et comment elle s'appelle sa boîte de prod ? $7, ça veut dire $7. C'est ce qu'il avait en poche quand il a dû reprendre sa vie en main en 95, quand ses rêves de sportif ont été anéantis. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Alors bien sûr, quand je dis que rien n'est dû au hasard, j'exagère. J'exagère exactement comme Dwayne Johnson exagère quand il raconte et réécrit son histoire. On appelle ça le storytelling dans la langue des enfers, c'est-à-dire celle du marketing. Le storytelling, c'est une magnifique connerie moderne, et c'est à cause de ça qu'on vous montre de belles images de la vie, d'animaux, de planètes et de gens héroïques pour vous vendre des slips ou des burgers dans les publicités. Tout doit devenir une histoire, un récit, une fable. Dwayne Johnson l'a bien compris, et c'est pour ça qu'on connaît si bien sa vie et qu'elle ressemble clairement à un film hollywoodien. C'était un adolescent turbulent qui a plusieurs fois été arrêté par la police avant qu'un coach de football américain ne lui tende la main. Le sport l'a remis sur le droit chemin et il rêvait d'une grande carrière.
Ce rêve a été détruit très vite, donc il s'est retrouvé pauvre, désespéré et dépressif, puis il y a eu le catch qui en a fait une star, et le cinéma qui en a fait une superstar. Juste un petit exemple de storytelling. En 2022, il a ouvert un match de la NFL, la célèbre ligue de football américain, qu'il rêvait de rejoindre en tant que sportif quand il était jeune. Et pour célébrer ça, il a fait un message sur les réseaux sociaux pour remercier Dieu et l'univers, parce que pourquoi pas, de lui avoir finalement permis de réaliser ce rêve de NFL, même si c'était d'une toute autre manière. Manquait plus qu'un labrador et c'était un grand téléfilm de Noël. Dwayne Johnson est pleinement maître de son récit. Il est le sujet, l'interprète et le narrateur, et je n'exagère même pas. L'un de ses premiers rôles d'acteur, c'était dans la série That 70's Show, où il jouait le rôle de son propre père, qui était un célèbre catcheur. Dans le film Fighting with My Family, qu'il a produit, et qui raconte l'histoire vraie de la catcheuse Saraya Davis, il apparaît dans son propre rôle. Et l'apothéose, c'est bien sûr la série Young Rock, dont il est le co-créateur et le producteur. Là, il y raconte tout simplement sa jeunesse. La série commence en 2032 avec Dwayne Johnson dans le rôle de Dwayne Johnson, qui veut devenir président des États-Unis et qui se remémore sa vie. Donc, on a droit à Dwayne Johnson à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans. C'est un bel exercice d'autosuçage et autofiction complètement délirant, mais fascinant. Tout ce Johnson business est en plus une histoire de famille, puisque la boîte de production Seven Bucks a été fondée à l'origine avec sa femme, Dani Garcia, qui est depuis devenue son ex-femme. C'est également son vieux copain et donc ex-beau-frère, Hiram Garcia, qui l'accompagne partout et gère l'entreprise. Et j'ai aussi envie d'ajouter que la fille de Dwayne Johnson et Dani Garcia, qui s'appelle Simone, s'est mise elle aussi au catch. Dwayne Johnson est en train de construire son petit empire et la matière première, c'est lui-même. Sa vie, son entourage, sa famille, son histoire et ses rêves. Il y a un autre truc qui me fascine avec ce monsieur, c'est le fait qu'il se pose un peu comme le chaînon manquant entre différentes versions de l'action man hollywoodien, on va dire. Dwayne Johnson a bien sûr quelque chose de Schwarzenegger. C'est l'homme pseudo-normal dans un corps parfaitement anormal. Il a aussi quelque chose de Bruce Willis, mais un Bruce Willis version savon, douceur printemps, parce qu'il est beaucoup plus doux, il y a beaucoup moins de sarcasme et donc il est beaucoup moins drôle. D'ailleurs, c'était tellement assumé, ce rapport entre Bruce Willis et Dwayne Johnson, que sur son AV Skyscraper, qui est vraiment giga nul, il y avait une affiche qui était clairement une copie conforme de Die Hard parce que c'était un hommage. Et bien sûr, il y a quelque chose de mon grand héros Tom Cruise, je rigole un peu, parce qu'au fond, Dwayne Johnson joue le même personnage de film en film. C'est d'abord Dwayne Johnson avant d'être un personnage, éventuellement. Il y a une blague très connue sur Dwayne Johnson. On met des images de Bienvenue dans la jungle, Voyage au centre de la Terre 2, Jungle Cruise, Rampage et les Jumanji, les unes à côté des autres. Et on essaie de chercher les différences. Spoiler, il n'y en a quasi pas. Quasi le même décor, le même costume, la même tête, le même désespoir de cinéma. Ça c'est ma petite touche personnelle. Mais voilà un autre jeu. Quelle différence entre tous les personnages qu'il incarne au cinéma. San Andreas, Fast and Furious, Skyscraper, Jumanji, Red Notice, Rampage, Baywatch. Qu'est-ce qui change? Pas grand chose, il y a quasiment aucune caractéristique en fait. Fondamentalement, ça reste toujours le même archétype de héros, de porte-flambeau plutôt, des valeurs classiques de famille, amitié, fraternité, autodérision. Il est bien loin le temps où Dwayne Johnson jouait un garde du corps gay qui voulait être acteur dans Be Cool, un mec schizo qui voulait être acteur, encore une fois, et qui couchait avec une star du porno incarnée par Sarah Michelle Gellar dans Southland Tales, ou même le grand méchant taré dans le film Doom. Dwayne Johnson veut être le plus beau et le plus grand des clowns, il veut être aimé. Personne ne doit le détester ou le voir comme une menace, c'est le genre idéal, c'est le bon copain, c'est le bon mari. Avec lui, on s'ennuie pas, on n'a pas peur, on réfléchit pas trop, on se sent pas débile, on se sent pas pris de haut, on passe un bon moment, on se prend pas la tête. Dwayne Johnson a tout construit sur cette fausse complicité, ce parfait mensonge, qu'il est comme vous, comme moi, un mec normal. Enfin, normal, je sais pas. C'est pour ça qu'il a si vite été adopté par Disney au début de sa carrière, avec Maxi Papa et les montagnes ensorcelées, que je ne vous conseille pas, mais je les ai pas vus en réalité donc je m'en fous. Et c'est pour ça qu'il a si rapidement mis les pieds dans la comédie, avec Fait malgré lui, Max la menace et Bienvenue dans la jungle. C'est doux, c'est inoffensif. Les rôles ont peu à peu disparu pour former un bloc, Dwayne Johnson et le Dwayne Johnson Movie. C'est apparemment le prix, ou disons la condition, d'un tel succès. Mais en fait, avec tout ça, je me contente de répéter ce qu'il explique lui-même. Il dit que le catch lui a tout appris. Tout ce qui compte, c'est le public. C'est ça son code de conduite complètement assumé. Comment amuser, comment divertir, comment satisfaire le public, c'est vraiment ce qu'il a en tête, c'est tout ce qui compte et c'est pour ça que le cinéma, le métier d'acteur, n'est qu'une facette du business de Dwayne Johnson. Autant dire que l'art n'est qu'une miette sous sa semelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dwayne Johnson a toujours été un homme d'affaires malin qui savait très bien où il allait. En 2000, quand il a été invité au Saturday Night Live, il a crié dans le monologue d'intro son envie d'être acteur et il a quasiment fait une bande démo en direct. Un an après, il avait son premier rôle au cinéma dans Le Retour de la momie. Un petit rôle certes, mais il était mis en avant dans toute la promo parce que le studio Universal savait très bien qu'il était un atout pour vendre le film.
Ils lui ont donc très vite offert son propre film, le préquel spin-off Le Roi Scorpion, pour le modique salaire de 5,5 millions de dollars, soit un très joli pactole quand on a en tête que c'était la première fois qu'il avait un premier rôle. Dwayne Johnson a ensuite passé une décennie à se faire la main, à essayer différents genres, différents studios. Il a fait quelques bourdes bien sûr, j'ai beau adorer Southland Tales, ça reste une catastrophe financière. Doom, c'est une merde amusante mais merde quand même, et même Dwayne Johnson l'a reconnu ouvertement. G.I. Joe, Conspiration, Infiltré, Faster, Hercule, il y a une bonne grosse poignée de films gentiment oubliables, pour ne pas dire méchamment nuls. Mais tout ça a permis à Dwayne Johnson d'apprendre et affiner sa stratégie. C'est pour ça qu'on est maintenant sur un lissage, tout se ressemble un peu. On dirait vraiment qu'il a passé des années à tester différentes recettes pour savoir laquelle exploiter à fond aujourd'hui. Depuis qu'il a lancé sa boîte de prod en 2012, on assiste donc à un grand Dwayne Johnson show où sa garde-robe et sa coiffure changent autant que les films et les rôles, c'est-à-dire quasiment pas. Et ce qu'il a perdu en audace, en curiosité, allez, j'ose le dire, en ambition artistique, il a gagné en pur business, parce que c'est une machine de guerre. Baywatch, Jumanji, Rampage, Skyscraper, Fast and Furious Hobbs & Shaw, Jungle Cruise, Red Notice, Black Adam, on est sur une pure stratégie de franchise. Tous ces films ont été conçus pour potentiellement lancer une franchise, et Dwayne Johnson a simplement suivi le fric. Jumanji a cartonné, donc il est passé en priorité. Red Notice 2 va arriver, c'est malheureusement sûr et certain, et on nous annonce que Jungle Cruise 2 et quelques autres vont arriver. Sans parler de Black Adam, censé ouvrir tout un univers à lui seul, si ça marche au box-office, parce que ce qui compte, c'est bien sûr le public. Une autre manière de le dire, ce qui compte, c'est la thune. Et quand je dis que le cinéma n'est qu'une facette du business de Dwayne Johnson, c'est pas une parole en l'air, c'est une réalité. Il suffit déjà de regarder comment il gère sa carrière d'acteur. Il le fait comme un influenceur. Il a fait rajouter dans ses contrats une partie dédiée aux réseaux sociaux pour qu'il touche un salaire à part entière afin d'assurer la promo de ses films sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube. Forbes affirmait que c'était un salaire à 7 chiffres, donc ici on parle de millions de dollars. En gros, sur un film comme la suite de Jumanji, Dwayne Johnson touche un salaire d'acteur, une part sur le box-office et un bonus de quelques millions pour ses réseaux sociaux, en plus sûrement d'un salaire de producteur. Là encore, ce n'est pas un accident. Dwayne Johnson explique clairement que pour lui, les réseaux sociaux sont désormais le plus gros levier marketing et qu'il a intentionnellement construit une communauté à travers le monde. C'est donc une vraie stratégie. Et tout ça, ça a un prix, parce qu'il vend ce service au studio. Engager Dwayne Johnson, en gros, c'est se payer l'acteur, le producteur, le showman sur les plateaux télé et également l'influenceur. Et il peut clairement monnayer tout ça, puisque pour info, Dwayne Johnson est la 5e personnalité la plus suivie sur Instagram, entre Selena Gomez et Kim Kardashian, avec 337 millions de gens qui l'aiment. Donc voilà, si vous aviez encore un doute, on a le monde qu'on mérite. Depuis des années, Dwayne Johnson s'est bien installé à la tête des acteurs les mieux payés de Hollywood, aux alentours de 90 millions en 2019 et 2020 et plus de 124 millions en 2018. Ce n'est pas juste parce qu'il est acteur et producteur, c'est aussi surtout parce qu'il a une variété de business à côté. Il a notamment lancé une marque de fringues nommée Project Rock, il a également une marque d'eau premium, je sais pas ce que c'est, une marque de boissons énergisantes et une marque de tequila. Alors on va s'arrêter sur cette tequila parce que c'est une blague, c'est le pompon sur la Garonne, ça s'appelle Teremana, ça a été lancé en 2020 et ça représente à peu près parfaitement qui est Dwayne Johnson. Alors déjà, il a lancé ça comme si c'était un film, avec des vidéos pleines de ralentis, de belles images et de storytelling, puisque je cite, on veut créer une tequila qui rendra les gens heureux. Bon, j'appelle ça se bourrer la gueule, mais bon, soit. Il a aussi eu droit à une variété de belles publicités sous forme d'interviews hilarantes chez de gros médias comme Rolling Stone ou Hollywood Reporter. Il a également lancé du merchandising, donc si jamais vous voulez des casquettes, des t-shirts ou un kit de barbecue avec le logo de sa tequila, c'est possible, je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait ça. Il a aussi partagé plein de vidéos et photos de lui au naturel en train de picoler pour demander à ses fans de faire de même, comme si on s'envoyait des photos de nos apéros entre potes sur Instagram, sauf que c'est Dwayne Johnson. Et enfin, le meilleur pour la fin. Il a ramené sa tequila pendant la promo de Jungle Cruise pour se bourrer la gueule avec Emily Blunt dans une vidéo intitulée We Blame the Tequila. 4 minutes de vidéo de vide qui raconte en creux à quel point la promo hollywoodienne est triste avec néanmoins un instant de grâce, Emily Blunt qui, entre deux shots, dit à Dwayne Johnson d'arrêter avec son putain de placement de produit. Évidemment, tout ça semble aussi spontané qu'une émission de Cyril Hanouna, mais le fait est qu'on a Dwayne Johnson qui vient faire la publicité d'un blockbuster Disney et vendre sa marque de tequila. En même temps, c'est du génie. Alors c'est pas le premier à lancer une marque d'alcool à Hollywood, on a déjà eu George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie, Ryan Reynolds, Matthew McConaughey, tout le monde l'a fait avant lui. Sans parler de toutes les marques de cosmétiques, fringues et je ne sais quelle connerie qui existent et mettent du beurre dans le caviar des stars depuis bien des années. Mais avec Dwayne Johnson, on a vraiment l'impression que l'acteur et l'homme d'affaires ne font qu'un, qu'ils coexistent et sont nés en même temps. C'est un écosystème de Wall Street à lui seul en gros.
Alors vous vous dites peut-être que j'exagère et que je suis en train de faire du storytelling de merde à mon tour pour essayer de faire une super vidéo qui vous éclaire sur le monde. Alors oui, peut-être, c'est peut-être le cas. Mais peut-être pas, puisqu'encore une fois, il suffit d'écouter Dwayne Johnson lui-même en parler. En 2018, il a expliqué avoir longuement discuté de ses ambitions avec le boss du studio Disney, on a tous les potes qu'on mérite, et celui-ci lui avait expliqué qu'il fallait compter 10 ou 20 ans pour arriver au bout de son plan, de ses objectifs. 10 ou 20 ans. Alors on dirait qu'on parle des prochains films Avengers ou de la carrière politique d'Edouard Philippe, mais non, on parle des ambitions de Dwayne Johnson. Encore une fois, ce type est d'une sincérité, d'une clarté à peu près désarmante à ce niveau. Les années 90 étaient celles du ring pour The Rock. Les années 2000 étaient celles de la conquête du cinéma pour Dwayne Johnson. Dans les années 2010, il s'est imposé à une vitesse éclair pour reprendre le flambeau de l'action man moderne. Dwayne Johnson a absorbé le savoir et les succès, que ce soit les siens mais aussi ceux des autres, pour établir le plus vite possible son empire du dollar. Cinéma, séries, SVOD, alcool, vêtements, réseaux sociaux, tout est bon à utiliser pour satisfaire le public, c'est-à-dire devenir un millionnaire, voire un milliardaire. Et le défi des années 2020, c'est bien sûr le super-héros. Dwayne Johnson cherche son film de super-héros depuis au moins 2007 et Warner lui court après depuis à peu près aussi longtemps. Il a mis du temps à décider qu'il voulait incarner Black Adam et le film est totalement et officiellement conçu comme le début d'un univers. Des suites, des spin-offs, des affrontements avec Superman, Wonder Woman et compagnie, une Justice Society of America pour prendre la relève de la Justice League devenue radioactive après le bordel du film de Zack Whedon, Joss Snyder, le plan semble parfait. Et nul doute que Dwayne Johnson et son équipe ont longuement analysé Marvel pour essayer de rattraper la vague et ne pas se casser la gueule. C'est d'ailleurs un peu amusant si on revient à la comparaison un peu facile mais irrésistible avec Schwarzenegger, Tom Cruise, Bruce Willis, Stallone et compagnie. Tous ces acteurs ont eu la chance, le talent, l'envie, ou tous à la fois, de faire au moins quelques grands rôles et films. Des films qui disaient « je fais du cinéma et je fais partie de cet imaginaire ». Schwarzenegger a croisé la route de Paul Verhoeven, James Cameron et John McTiernan, et il s'est laissé utiliser par ces grands réalisateurs. Même chose pour Bruce Willis qui a pris de très beaux risques en misant sur des rôles et des cinéastes au fil de sa carrière. Bon, Stallone, lui, il a clairement créé sa propre chance avec Rocky et Rambo, et Tom Cruise, hors catégorie, a juste accumulé les collaborations de prestige pendant des années pour construire un monument à son effigie. Après 20 ans de carrière et franchement rien de spécial à l'horizon à part des suites et des franchises, Dwayne Johnson ne vise clairement pas les mêmes choses. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien. Enfin si, je dis que je préfère Total Recall à n'importe quel film de Dwayne Johnson, sauf peut-être Southland Tales. Mais je dis surtout que Dwayne Johnson est symptomatique de l'industrie hollywoodienne d'aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'il est le meilleur représentant d'une nouvelle ligne d'acteurs et actrices. Il a beau avoir 50 ans, il est né en tant qu'acteur dans ce tourbillon. Pour lui, être un homme d'affaires, faire son auto-promo, construire et soigner sa personne publique au quotidien, monnayer sa sympathie et choisir les films quand on écrit un post Instagram, c'est normal. Faut savoir qu'on vit dans un monde où les studios prennent parfois, souvent, en compte le nombre de followers sur Instagram et compagnie pour caster des gens, parfois au détriment du talent. Dwayne Johnson a été forgé dans ce monde et il ne lutte pas contre, il l'embrasse à pleine bouche. Et en parlant de bave, c'est le moment de nous aimer, nous Écran Large. Si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à Écran Large pour nous aider à continuer. Plus on a d'argent et plus je peux parler de Southland Tales et Cloud Atlas. Et en plus, ça vous donne accès à des articles exclusifs. Chaque semaine, on rouvre tout un tas de dossiers cinéphiles, plus ou moins déviants. Par exemple, Hypnose avec Kevin Bacon, Cry Baby de John Waters, ou encore le western Mon nom est personne. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo, et sinon, on est aussi sur Discord, donc si tu veux discuter avec nous et plein de gens civilisés et sympas, c'est le lieu idéal. Maintenant, et sauf si on me force à faire la vidéo sur Black Adam, je disparais quelques temps pour préparer ma super vidéo sur Cloud Atlas. Ce sera mon cadeau de fin d'année, et comme Dwayne Johnson, je remercierai peut-être Dieu et le destin de m'avoir permis de réaliser mes rêves. Je vous dis donc à bientôt, je vous ordonne de regarder surtout Southland Tales dans n'importe quelle version parce qu'elles sont toutes géniales. Merci.